que Neuralink est en train de préparer. Neuralink, c'est une start-up qui a été fondée par Elon Musk en 2017. Et ils sont en train de travailler sur des implants qui seront en fait des filets qu'on s'injectera avec une seringue. Ces filets seront bioabsorbés par notre cervelle. Et on dirait de la science-fiction, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et en fait, le but de ces implants, c'est de développer notre quotient intellectuel, c'est de développer notre mémoire et de nous relier à Internet sans interface. Voilà. Donc c'est quand même assez... voilà. Sauf qu'on aura le choix peut-être quand même, non ? On aura le choix. Oui, de toute façon, on n'aura pas tous les moyens d'acheter ces implants. Oui, heureusement, parce que moi, je ferai une petite digression, mais je vais vous confier ma grande angoisse par rapport à ces implants neuronaux. Alors, il y a deux très gros problèmes. Le premier, c'est que, effectivement, ça risque d'augmenter le QI des personnes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura déjà moins de jobs en 2030, à moins qu'on ait réussi à redresser la situation d'ici là, parce qu'il y a aussi des solutions, mais encore faut-il les prendre. Les meilleurs jobs, qui seront des jobs hyper intellectuels, qui vont demander effectivement un QI scientifique, etc., très très fort, qu'est-ce qui va se passer? Ce seront ceux qui seront implantés qui auront ces jobs, parce qu'ils auront un QI de 250. Voilà, donc ceux qui ne pourront pas se payer cet implant ou qui n'en auront pas envie pour des questions éthiques risquent de se retrouver sur le carreau, à moins encore une fois qu'on ait trouvé des solutions d'ici là. Donc du coup, on se trouve quand même face à un monde qui va être extrêmement compliqué, parce qu'en plus de ça, que comme vous le savez, la Terre, donc j'explique ça pour ceux qui ne sont pas forcément convaincus de la crédibilité de l'astrologie, la Terre et le système solaire, on fonce à 80 000 km/h à travers l'univers. Ça n'est absolument pas anodin, parce que l'univers n'est pas homogène. Selon les zones qu'on traverse, on va être impacté par des énergies très différentes, selon également la configuration des planètes, des constellations qui nous entourent. Il s'avère qu'en ce moment, nous sommes irradiés par des énergies de certaines planètes. Donc, il y a déjà Alcyone, qui est le centre de la galaxie, et qui nous irradie d'énergie parce que nous sommes en fait à la fin de la précession des équinoxes. Voilà. Donc c'est vraiment une période très particulière de l'humanité qui arrive tous les 25 000 ans. Donc la période qu'on traverse est vraiment exceptionnelle. Et les énergies d'Alcyone arrivent en fait, ce sont des rayons. Alors Alice Bailey en a parlé et a canalisé un Tibétain extrêmement intéressant. Il a cartographié, lui, tous les rayons, les 12 rayons, qui nous touchent, sachant que nous ne sommes pas tous touchés de la même manière par ces rayons, selon que nous serions disciples, aspirants ou bien maîtres, initiés. Ces énergies, évidemment, elles nous forcent à bouger aussi. Parce qu'elles nous touchent physiquement. Chaque rayon nous touche à des chakras, des centres nerveux vraiment précis. C'est vraiment un truc très précis. Et ça nous oblige à bouger. Et c'est vachement dur, en fait, parce que c'est un grand nettoyage de printemps qui est en train de se faire et qui fait remonter des tonnes d'informations à la surface de nos cellules et à la surface de notre conscience. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans l'inconscient, on va en parler tout à l'heure, est en train de remonter. Et on est obligé de gérer tout ça. Et c'est très très dur parce que ça fait des burn-out, ça fait des remontées de mémoire qui peuvent prendre la forme même ça peut aller jusqu'à la psychose, des névroses très très fortes. Donc ça c'est pour le côté psychiatrique, mais il y a aussi tous les secrets de famille qui sont en train d'émerger. C'est pas pour rien si on est dans une période qu'on appelle apocalypse. C'est ça en fait. Tout est en train d'être révélé, à la fois sur les dessous de notre complexe militaro-industriel, alimentaire, etc., mais aussi tout ce qu'il y a en nous. Et c'est très compliqué à gérer, et tout ça pour dire que par rapport à tout ce que je viens de vous énumérer depuis le départ, ce grand ménage intérieur, ce grand ménage dans nos familles, ce grand ménage dans nos sociétés, les pénuries qui sont en train d'arriver, le fait qu'on risque de suffoquer aussi d'un point de vue climatique, les catastrophes naturelles, les krachs bancaires, etc., c'est carrément trop pour un seul homme, c'est carrément trop pour une seule femme. Donc, il ne faut pas croire qu'on va s'en sortir tout seul. On ne va pouvoir traverser, parce qu'on va être obligé de traverser tout ça, vraiment qu'en s'alliant les uns les autres et en s'associant à tous les niveaux et en apprenant à s'accepter les uns les autres. Sinon, on ne va absolument pas s'en sortir. Parce qu'en fait, on n'aura plus d'énergie pour se faire la guerre les uns aux autres, puisque la guerre, il va falloir la faire ailleurs.
Hein. Bon, enfin, quand je dis faire la guerre, c'est nos efforts, ça va être dans 10 ans, comment trouver de l'eau, comment gérer les 500 millions de réfugiés, donc chiffre de l'AFD, il prévoit entre 500 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques entre 2030 et 2050. Donc vous imaginez, là, les États n'arrivent pas à accueillir 50 personnes sur le bateau Aquarius, qui d'ailleurs a arrêté ses activités, je crois. Vous imaginez le scandale que ça fait, on n'arrive pas à accueillir 50 personnes, et dans 15 ans, il y aura 500 millions de personnes. Donc je crois que là, il faut essayer de se remettre les idées claires. Il faut les soutenir, les Gilets jaunes. Moi, eux, c'est fort parce qu'ils essayent justement, ils sont vraiment au charbon, non seulement de par les manifestations qu'ils font, qui sont très très violentes. Hein. J'ai vu l'autre jour le témoignage, parce qu'il n'y a pas seulement les manifestations, il y a aussi ce qui se passe pendant les manifestations. Il faut savoir qu'il y a des arrestations arbitraires qui nous font penser à d'autres époques. Moi, j'ai vu le témoignage l'autre jour d'une mère de famille de 4 enfants. Cette femme, en fait, était présente à l'avant-dernière manifestation, je ne sais plus exactement. Elle ne portait pas son gilet jaune, elle ne faisait rien de mal. Elle s'est fait arrêter avec beaucoup de violence, il y a des images sur Internet, et elle a fait 24 heures de garde à vue. Et surtout, c'était arbitraire, c'est-à-dire que le motif de la garde à vue, c'était rappel à la loi. Mais c'est vraiment, moi j'avoue, je ne pensais pas qu'on vivrait ça en France un jour. Je dis franchement, je suis très très choquée et étonnée. Mais les gilets jaunes, c'est la crête d'une vague sur laquelle il faut surfer. Mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tous, on participe à ce mouvement d'une manière ou d'une autre. Pardon. L'ère du verso, c'est ça aussi. Hein. Bien sûr. C'est la révolution. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, d'un point de vue strict, on n'est pas encore dans l'ère du Verseau. Alors, les spécialistes s'embrouillent sur les... Justement, avec Audrey, on a beaucoup bossé là-dessus. S'embrouillent sur la date d'entrée à l'ère du Verseau. Certains pensent que c'est 2160, d'autres 3000. Bon, en fait, en vérité, personne ne sait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est déjà irradié par les énergies de l'ère du Verseau. Donc on est vraiment entre deux feux, et c'est super compliqué, parce que c'est deux mondes différents, c'est deux façons aussi de se révolter différentes. On est aussi sous l'influence de ce qu'on appelle les planètes transpersonnelles, et ce sont 3 planètes qui nous reconnectent justement à l'invisible, ça tombe bien. Hein, donc il y a eu Uranus en 1780, donc quelques années avant la Révolution justement, Neptune en 1846 et Pluton en 1930. Et vous verrez à la fin, on vous expliquera que chacune en fait de ces planètes nous a vraiment préparé à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Par exemple, Neptune, c'est une planète qui nous a, donc c'est la planète du romantisme dans le sens où elle nous a reconnectés à une capacité à avoir des états modifiés de conscience, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire une capacité à avoir par exemple des extases, avec aussi la déviance des addictions, mais aussi c'est une planète qui a favorisé ce qu'on appelle le spleen, la mélancolie, les dépressions. Voilà, donc c'est pas pour rien si au XIXe siècle, le mouvement romantique a vraiment émergé. Et c'est également une planète qui a favorisé notre contact avec les fameux égrégores, les fameuses... Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est un égrégore? Parce que c'est quand même un terme un peu technique. Si certains ne savent pas, ils peuvent le lever la main. Les égrégores, en fait, ce sont... alors, partez du principe que le vide est plein. Voilà, le vide est plein d'informations. Et dans ce vide plein d'informations, il y a des champs, le vide n'est absolument pas homogène. Hein, selon qu'on est dans la matière noire, dans l'énergie noire, selon là où on se trouve, il y a des particules élémentaires différentes, et puis plus tout ce qu'on ne sait pas. Dans ce vide, il y a ce qu'on appelle des champs structurés d'informations. Et ces champs structurés d'informations, en fait, c'est en partie grâce à eux qu'on crée notre réalité. J'aime à citer cet anagramme d'Étienne Klein. Qu'est-ce que la Terre devant cette vallée supérieure de pétillement d'étoiles? Réponse, le vide quantique reste et demeure la réelle source de l'espace-temps. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est un anagramme? Voilà, donc vous savez, dans les deux propositions, dans les deux phrases que je viens de dire, il y a exactement les mêmes lettres, mais qui sont dans un ordre différent. C'est dingue, hein? Et ce que cet anagramme nous dit, c'est qu'en fait, l'espace-temps, donc l'espace-temps, c'est la 4e dimension, c'est la vie là, c'est ce qu'on voit, c'est nous dans cette salle, c'est ce qu'on perçoit avec nos yeux de chair, c'est notre vie.
Cette 4D, en fait, on la fabrique via tout un tas de processus, notamment le processus de la décohérence quantique, mais il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Cette 4D, on l'a fait grâce à l'infini. Donc cette 4D, c'est un monde fini, et on fabrique ce monde fini grâce à l'infini. L'infini, c'est le vide quantique. Ce fameux vide quantique, que d'autres vont appeler tout simplement la conscience, que d'autres vont appeler Dieu, peu importe. Et ce fameux vide quantique dont on ne connaît pas les limites, qui est évidemment par essence infini, et dont on ne connaît pas tout à fait ce qu'il contient, enfin on connaît même quasiment rien de ce qu'il contient, eh bien en fait à chaque instant qui passe, je suis traversée par les informations de ce vide quantique. Nous ne vivons pas chacun dans un univers différent, avec une réalité différente. Il y a une seule réalité, 7 milliards de points de vue. Cette réalité, c'est 0,0001% de ce qui existe. Et autour de cette réalité que nous regardons tous d'un point de vue différent, il y a tout le reste. Il y a le vide quantique, il y a la matière noire, il y a le 99,999%, il y a ce qu'il y a en dehors de la caverne de Platon. C'est-à-dire que là, nous, tout ce qu'on voit, notre vie, tout ça, ce qu'on crée, on est à l'intérieur de la caverne de Platon. On regarde les ombres danser sur les murs, sauf que maintenant on commence à comprendre que ce sont des ombres et que ce sont des illusions. Et aujourd'hui, on est en train de sortir de la caverne. Et en dehors de la caverne, il y a l'infinité des possibles, il y a tout ce que contient le vide quantique, l'infinité des possibles. Alors on ne sait pas si cette infinité des possibles est à l'état de potentialité, hein, c'est-à-dire est-ce que ce sont des informations que je peux convoquer à un moment donné et que je peux transformer en réalité, ou est-ce que l'infinité des possibles existe en tant que multivers? Il y a un gros débat en ce moment, enfin ça fait un certain temps que ça existe. Est-ce que les univers parallèles, ce qu'on appelle la théorie des univers parallèles, est-ce que ce sont des univers qui existent comme celui-là, ou est-ce que ce sont des univers qui sont seulement en potentialité? C'est une question à laquelle nous n'avons pas de réponse en ce moment, enfin en tout cas pour le moment. Donc je voulais vous lire cette phrase d'Hermann Hesse qui explique très bien tout ça. Il dit « Mais chaque homme n'est pas lui-même seulement. Il est aussi le point unique, particulier, toujours important, en lequel la vie de l'univers se condense d'une façon spéciale qui ne se répète jamais. C'est pourquoi l'histoire de tout homme est importante, éternelle et divine. » Donc lui, il explique très bien le concept de mésocosme. Le mésocosme, en fait, c'est nous. Et le mésocosme, c'est le point de jonction entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Voilà, c'est ce qu'il explique. Et quand il dit que la vie de l'univers se condense en nous, ben c'est ça en fait. C'est qu'à chaque instant, comme dit Nietzsche, tout individu collabore à l'ensemble du cosmos, et j'ajouterais et inversement, c'est-à-dire que nous sommes faits à chaque instant de toutes ces informations qui viennent de très très loin dans l'univers, c'est-à-dire par exemple d'Alcyone, dont nous parlions tout à l'heure, mais qui peuvent également venir des roses d'à côté, puisque nous sommes faits d'informations, nous recevons des informations, mais nous émettons aussi à chaque instant des informations.